Comme vous savez, donc, je consacre cette année le cours à un survol de l'évolution de la physique atomique et de l'optique quantique au cours des 50 dernières années, en essayant de mettre en évidence tout ce que le développement des lasers, par leurs différentes propriétés de cohérence, d'intensité, de capacité à réaliser des impulsions ultra courtes, ont permis de faire. Et la semaine dernière, j'ai consacré la leçon à l'étude des mécanismes de refroidissement des atomes à l'aide de lasers, montrant comment, en combinant la force de pression de radiation, qui est une force résonante, et les forces dispersives par lesquelles la lumière induit un dipôle et agit sur les dipôles atomiques, permettait d'atteindre des températures très froides de l'ordre du microdegré Kelvin, et permettait également, avec des configurations de champs convenables, de piéger des atomes dans la lumière. Et ces pièges pouvaient également combiner des effets magnétiques à l'aide de gradients de champ magnétique. Et j'ai montré enfin à la fin de la leçon que ces avancées permettaient de développer de nouveaux instruments, en particulier des interféromètres à ondes de De Broglie, permettant de mesurer le champ de gravité ou des forces d'inertie comme liées à la rotation des objets avec une très grande précision. En fait, cette physique a connu une révolution en 1995 lorsque le refroidissement des atomes a atteint des températures telles qu'on a pu observer la condensation de Bose-Einstein dans le cas de bosons atomiques. Et cette expérience a littéralement fait exploser le domaine de recherche. Il y a maintenant, je pense, des centaines, voire des milliers de groupes dans le monde qui s'intéressent à cette physique. Alors, un condensat de Bose-Einstein, c'est un ensemble d'atomes froids dans lequel tous les atomes se comportent à l'unisson, un peu comme les photons dans le mode d'un laser, avec la richesse d'effets supplémentaires liés au fait que, alors que les photons n'interagissent pas entre eux, les bosons ultra-froids ont des interactions, et ces interactions peuvent conduire à des effets non linéaires extrêmement intéressants. Quelques années plus tard, en 1998, la condensation de Bose-Einstein a été complétée par la réalisation de gaz de Fermi ultra-froids, des fermions qui donc ne peuvent pas évidemment se condenser dans le même état, mais qui, à très basse température, occupent tous les niveaux d'énergie jusqu'à la surface de Fermi. Et on réalise ainsi des systèmes avec des particules neutres qui rappellent ce qui se passe avec des électrons dans un métal. Ces gaz de fermions ultra-froids peuvent être soit à une seule composante, l'équivalent d'un électron avec un spin polarisé dans une direction donnée, soit à deux composantes, l'équivalent d'un système d'électrons avec les deux possibilités du spin. Et de la même manière que les bosons froids interagissent, ces fermions froids à deux composantes interagissent entre eux, et ces interactions conduisent à la formation d'états de paires, qui sont soit des paires analogues aux paires de Cooper qu'on rencontre dans la supraconductivité, soit de véritables molécules. Et tout cela est lié à la nature des interactions entre les particules, et on peut donc, avec ces fermions ultra-froids, faire une physique qui rappelle la physique de la matière condensée, mais avec l'avantage que l'on peut varier les paramètres et donc observer des effets, simuler des effets qui sont très difficiles à voir avec des systèmes dans lesquels on ne maîtrise pas les paramètres aussi bien que dans la physique des atomes froids. Nous verrons en particulier que lorsqu'on met en rotation ces systèmes froids, bosons ou fermions, on obtient des effets analogues à ceux qu'on observe pour des particules chargées dans un champ magnétique avec la formation de vortex. Donc je vous prie de m'excuser dès le départ parce qu'il s'agit d'un champ de recherche énorme et avec la philosophie du cours de cette année qui consiste à passer en revue différents domaines, je vais y consacrer uniquement la leçon d'aujourd'hui et je vais donc être obligé de passer très vite sur certaines choses. Je vous donnerai des références à la fin qui vous permettront peut-être d'approfondir. Je voudrais rappeler aussi dès le départ que les cours que fait Jean Dalibard au Collège de France recouvrent ce sujet, donc si vous assistez à ces cours, vous aurez davantage de détails sur beaucoup d'aspects des choses. Donc le plan de la leçon sera d'abord une première partie où je dirai quelques généralités sur la condensation de Bose-Einstein et sur les gaz dégénérés. Je consacrerai la deuxième partie à l'étude de ces interactions qui sont essentielles pour comprendre cette physique et en introduisant la quantité importante qui est la longueur de diffusion qui décrit les interactions entre les particules. Ensuite, dans la troisième partie, je décris un certain nombre d'expériences d'optique atomique cohérente et d'optique non linéaire avec des condensats de Bose-Einstein qui sont la généralisation aux ondes de matière d'expériences qui sont connues avec les ondes lumineuses.
Et enfin, je dirai quelques mots sur la superfluidité des condensats et des gaz de fermions dégénérés. Alors, je vous rappelle qu'il y a deux types d'atomes. Les atomes qui ont un nombre pair de fermions, c'est-à-dire un nombre pair de protons plus neutrons plus électrons, sont des bosons composites. Ce ne sont pas des bosons fondamentaux. Les bosons fondamentaux, vous savez, sont les vecteurs des interactions, le photon, les particules W et Z, alors qu'ici, nous avons affaire à des particules, des systèmes qui sont constitués essentiellement de fermions, mais lorsque le nombre de fermions est pair, le comportement statistique est celui de bosons. Par contre, lorsque le nombre de fermions dans l'atome est impair, nous avons affaire à un fermion. En fait, grâce à la variété des isotopes que l'on peut exciter en particulier à l'aide de laser, et même si on se limite uniquement aux atomes alcalins, il existe des exemples de bosons et de fermions, simplement en jouant sur les isotopes. Je vous ai indiqué cela ici sur cette liste, qui n'est pas limitative. Commençons par les bosons et plaçons-les dans un potentiel harmonique. Dans un potentiel harmonique à haute température, les particules occupent des niveaux d'énergie excités, mais lorsque la température diminue, la fraction des particules qui se trouvent dans l'état fondamental du piège augmente et à une température critique, qu'on appelle la température de condensation de Bose-Einstein, cette fraction devient très proche de 1 lorsque le nombre de particules est important. Et à des températures inférieures, pratiquement tous les atomes se trouvent dans cet état fondamental. Ceci caractérise le caractère grégaire des bosons et dans cette phase, on peut considérer que les atomes forment une fonction d'onde macroscopique. Cette phase, il faut bien comprendre que cette phase n'est pas le véritable état fondamental du système, puisque normalement des atomes peuvent former des molécules qui ont des énergies beaucoup plus basses, mais pour former de telles molécules, il faut des collisions à 3 corps, parce qu'il faut pouvoir évacuer l'énergie de formation de la molécule sous forme d'énergie cinétique d'un 3e corps, et la probabilité de ces collisions à 3 corps est extrêmement faible étant donné les conditions de densité des gaz qu'on considère. Donc les systèmes que l'on étudie là sont en fait des systèmes métastables qui existent pendant un temps suffisamment long, de l'ordre, disons, de la seconde ou de quelques secondes, pour qu'on puisse faire des expériences avant que le condensat ne soit détruit. Alors, ces images montrent le principe de cette condensation. En fait, la condensation se produit de façon qualitative lorsque la longueur d'onde de De Broglie associée au mouvement des particules devient de l'ordre de la distance entre les particules. Et donc, vous voyez donc cette succession d'images que j'ai empruntées à Jean Dalibard montre que si des atomes sont dans une boîte et que la température baisse, la longueur d'onde de Broglie augmente jusqu'au moment où elle devient de l'ordre de la distance entre les particules. Et à ce moment-là, la plupart des particules se condensent dans l'état fondamental de la boîte, qui est dans ce cas-là une fonction qui a une forme de sinus. Alors, la température exacte de seuil dépend de la forme du piège. Dans le cadre d'un piège harmonique isotrope, des considérations thermodynamiques et de décompte des états montrent que cette température correspond à kT de l'ordre de h bar oméga 0, qui est la fréquence de l'état fondamental, qui est l'énergie de point zéro du piège, ou l'énergie d'un quantum dans le piège, multipliée par la puissance 1/3 du nombre d'atomes. Alors, on peut le retrouver par un argument heuristique très simple. Vous supposez que le gaz est classique, vous calculez, vous le confinez dans un volume V, et vous calculez son énergie dans ce volume. Vous calculez à une température donnée quelle est l'extension que le gaz doit avoir pour qu'il puisse avoir cette énergie dans le puits de potentiel à cette température. Et puis vous avez une deuxième formule qui vous donne en fonction de la température la longueur d'onde de Broglie. Et quand vous égalez ces deux quantités, vous trouvez un facteur numérique très proche de ce facteur 0,94. Vous trouvez la température de condensation, ce qui justifie l'image que j'ai indiquée ici. Ordre de grandeur, si vous avez à peu près 1 million d'atomes de rubidium dans un piège magnétique, typiquement, les fréquences de vibration dans l'état fondamental du piège sont de l'ordre de la centaine de Hertz. Oméga 0, qui est 2 pi fois ça, est de l'ordre du kilohertz. La température de condensation est de l'ordre de 600 nanokelvin. Et les vitesses dans le piège sont de l'ordre du centimètre par seconde, c'est-à-dire que la longueur d'onde de De Broglie est de l'ordre du micron, elle est de l'ordre de la taille du piège lui-même. Ceci montre que pour atteindre cette condensation, il faut des températures qui sont sous le microkelvin et qui sont donc inférieures, pas de beaucoup, mais inférieures aux températures qu'on sait réaliser facilement avec les forces associées au champ optique d'un laser. Donc il a fallu, pour atteindre la condensation de Bose-Einstein, compléter le refroidissement lumineux par ce qu'on appelle le refroidissement évaporatif. Alors, le principe en est montré ici. Ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on a obtenu dans un piège magnéto-optique ou dans une mélasse optique une température de l'ordre du microkelvin, on coupe cette lumière et on remplace le piégeage radiatif par
un piège magnétique, dont je vous ai donné le principe la semaine dernière. Et ce piège magnétique ne piège évidemment que les atomes qu'on appelle les chercheurs de champs faibles, les low field seekers, qui ont envie de se trouver à l'endroit où le champ magnétique est le plus petit. Si vous appliquez maintenant une radiofréquence qui est marquée par les petits tortillons rouges ici, à une fréquence telle qu'elle va pouvoir induire une transition entre cet état piégeant et un état de moment magnétique différent qui, lui, ne sera pas piégé, on va faire disparaître ces atomes du piège. Et vous voyez qu'en choisissant convenablement la fréquence de cette radiofréquence, on peut s'arranger pour qu'elle n'affecte que les atomes qui se trouvent à une distance donnée du centre du piège. En d'autres termes, on évacue du piège les atomes qui ont l'énergie la plus grande, les atomes qui atteignent l'extension la plus grande dans le piège. C'est le principe de l'évaporation. Une fois qu'on a évaporé ces atomes les plus rapides, eh bien, on a supprimé la queue de la distribution de Boltzmann et en raison des collisions, et donc les interactions entre atomes jouent un rôle essentiel pour cela, le système se rethermalise à une température évidemment plus basse. Ensuite, on diminue progressivement de façon adiabatique la fréquence de cette radiofréquence de façon à atteindre des régions de plus en plus proches du centre du piège. Donc, en fait, on diminue la population, on diminue le nombre d'atomes, mais en diminuant le nombre d'atomes, on diminue également le seuil de condensation de Bose-Einstein, puisqu'il dépend de la température par le facteur n puissance 1 tiers. Donc, tout l'art du procédé consiste à diminuer la température plus vite qu'on ne diminue la température de condensation pour qu'à un certain point, les deux courbes se croisent et que le gaz tombe dans cet état condensé. Alors, ceci a été obtenu pour la première fois. Il y avait, dans les années 90, il y avait une course de vitesse entre plusieurs groupes, en particulier le groupe de Boulder de Eric Cornell et Carl Wyman et le groupe de MIT de Wolfgang Ketterle. Et le groupe de Boulder a gagné cette course de quelques mois en condensant pour la première fois au printemps 1995 un gaz de rubidium. Alors le principe de l'expérience est indiqué ici. Vous avez au fond du piège ce condensat, une fois qu'il s'est formé, et puis le condensat est tout petit, donc il est très difficile à voir. On coupe le piège et on laisse le gaz s'étendre sous l'effet de la gravité et de la vitesse initiale des molécules, et puis des atomes, et puis à un instant donné, on applique une impulsion lumineuse qui va être absorbée par le gaz, et on va former l'ombre de ce gaz sur une plaquette de microcanaux. Et donc on voit finalement la distribution des vitesses au moment où le condensat s'est formé. Et vous voyez ici un film qui montre la formation de ce condensat, qui est sur le site du groupe de Cornell. Et je vais vous le repasser une seconde fois. Vous voyez qu'au fur et à mesure que la condensation se produit, vous avez deux échelles de température. À droite, vous avez la température du milieu, et à gauche, la diminution de la température de condensation. Et vous voyez qu'à un moment, elles se croisent. Et à ce moment-là, il apparaît un pic très étroit au centre de la distribution. C'est le pic de distribution des vitesses qui correspond à l'état fondamental du piège harmonique. Donc ça a été vraiment un résultat spectaculaire qui a fait la couverture de Science. Et donc cette figure est devenue très connue. Vous voyez, suivant que la température est plus grande, égale ou plus petite que la température de seuil, la forme du condensat, la forme de la distribution des vitesses dans le condensat change de façon dramatique. Et on atteint donc cet état de matière où tous les atomes appartiennent à la même fonction d'onde. Alors comment est-ce qu'on peut marquer la signature de cet état? Eh bien, une façon très simple de le faire, c'est de regarder la forme du nuage au fur et à mesure, une fois qu'on a relâché le condensat, la forme du nuage au fur et à mesure que les atomes tombent dans le champ de gravité. Si vous êtes au-dessus de la température, vous avez un gaz très froid, mais vous êtes au-dessus de la température de condensation, la distribution des vitesses dans le gaz classique est isotrope. Même si vous partez d'un condensat qui est très aplati, qui est horizontal, eh bien, au bout d'un temps très court, le fait que la vitesse est isotrope va noyer cette particularité initiale et vous vous retrouvez finalement avec un gaz qui forme une boule sphérique. Ça, c'est le comportement de particules classiques. Si, au contraire, vous partez d'une température inférieure à la température de condensation, et si vous prenez un gaz très aplati, si delta Z est très petit devant delta X, alors à cause des relations d'Heisenberg, delta Vz, l'incertitude, l'étalement de vitesse le long de OZ, va être plus grand que delta Vx, et ça veut dire que le gaz va subir une expansion beaucoup plus rapide dans la direction verticale, et donc à un certain moment, il va y avoir une inversion d'ellipticité.
Et cette inversion d'ellipticité est caractéristique du fait qu'on a une fonction d'onde globale qui obéit, dans laquelle la vitesse et la position obéissent à la relation d'incertitude d'Heisenberg, comme dans l'état fondamental d'une particule dans un piège. Donc c'est ce type de signaux qui a marqué la signature de cet effet. Avant d'aller plus loin, je vais dire maintenant quelques mots des gaz dégénérés de fermions. Alors, comme je vous l'ai dit, une particule par état. La situation la plus simple est celle de fermions polarisés, c'est-à-dire que je ne considère qu'un seul état interne possible. L'état fondamental est alors constitué par un système dans lequel vous avez un seul fermion par état orbital jusqu'à l'énergie de Fermi. Alors, la figure représente une particule par état, c'est ce qui se passe dans un puits à une dimension. Si vous faites un puits à 3 dimensions, vous allez avoir des quantas de vibrations possibles de long de OX, OY et OZ, et donc vous allez avoir une dégénérescence orbitale liée à cela. Par exemple, l'état fondamental est évidemment unique, mais le premier état excité va pouvoir être obtenu en mettant un quantum de vibration le long de X, OY ou OZ. Donc vous avez 3 états. De même, un décompte d'états vous montre que vous en avez 6 dans le deuxième état excité, 10 dans le troisième, et qu'en général, dans le nème état excité, vous avez une dégénérescence n plus 1, n plus 2 sur 2. Donc il est très facile de faire le décompte des états, du nombre d'états jusqu'à un état n quanta, et on trouve la formule qui est indiquée ici au tableau, on trouve qu'il y a un nombre d'états proportionnel à n cube sur 6 très exactement, si n est grand devant 1. Donc si vous êtes à très basse température et si les fermions occupent l'état de plus basse énergie, si vous avez n fermions, il est évident que vous allez occuper les états jusqu'à un petit n qui va être de l'ordre de grand N à la puissance 1 tiers. En fait, la formule exacte est indiquée ici, et l'énergie correspondante à l'état le plus excité, c'est ce qu'on appelle l'énergie de Fermi, la température correspondante à la température de Fermi, et elle est égale exactement à h bar oméga 0, qui est le quantum de vibration dans le piège, que multiplie 6n à la puissance 1 tiers. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de transition de phase, mais vous voyez qu'il y a un changement de comportement du gaz progressif autour de cette température critique qu'on appelle la température de Fermi. Et cette température de Fermi, elle est très voisine de la température de condensation de Bose-Einstein. Dans le cas de Bose-Einstein, c'était un facteur 0,94, et ici, vous avez un facteur 6 puissance 1 tiers qui vaut à peu près 2, un peu moins que 2. Donc vous voyez qu'à un facteur 2 près, le gaz dégénéré correspond à la même température que le gaz de la condensation de Bose-Einstein. Alors, il est également important de voir que, même s'il n'y a pas d'interaction entre les fermions, et vous voyez que dans le cas où les fermions sont polarisés, ils ne peuvent pas interagir, puisqu'on verra que l'interaction s'effectue dans une onde S qui nécessite la présence des particules au contact. Il n'y a pas d'interaction entre les particules, mais malgré ça, la simple statistique fait que le volume du gaz va être plus grand que ce qu'il est pour un gaz parfait de boson, ne serait-ce qu'à cause du facteur d'exclusion de Pauli. Vous voyez que si vous voulez atteindre l'état de Fermi, vous atteignez un état qui a une certaine valeur de petit n. L'extension spatiale est en racine de petit n, c'est-à-dire en racine de grand n à la puissance 1 tiers, c'est-à-dire en n puissance 1 sixième. Et donc la taille de ce gaz de fermion, dans le cas isotrope, augmente en n puissance 1 sixième. Et si on parle de gaz qui contiennent des ions entre 1000 et 1 million d'atomes, vous voyez que c'est un facteur qui va être compris entre 2 et 3 et 10, et qui explique ce qu'on appelle la pression de Fermi, et qui est une conséquence directe du principe d'exclusion. Alors ceci a été observé dès la fin des années 90, en particulier dans le groupe de Randy Hewlett, qui travaillait au Texas sur la condensation du lithium. Alors le lithium possède 2 isotopes, un isotope 7 qui est un boson, et l'isotope 6 qui est un fermion. Et Randy Hewlett a commencé à travailler, comme tout le monde, sur des bosons, et il a eu la malchance de s'intéresser au lithium, parce qu'il se trouve que le lithium, comme on le verra tout à l'heure, est un boson dans lequel les forces entre les particules sont attractives, et ça, ce n'est pas bon pour la formation de grands condensats. Donc il n'a pas pu voir de façon très nette, en 1995, qu'il y avait un condensat, alors que maintenant on sait qu'il y en avait un, et donc il n'a pas fait partie donc, de ce groupe du groupe de MIT et du groupe de Boulder qui ont été récompensés par un prix Nobel pour la condensation de Bose-Einstein. Mais très rapidement, Randy Hewlett s'est rendu compte qu'il pouvait fabriquer des mélanges de lithium-6 et de lithium-7, et qu'en particulier dans un piège magnétique, le lithium-6 qui est un fermion ne peut pas être refroidi par évaporation parce qu'il n'y a pas de collision entre les particules, mais que si on fait un mélange de lithium-7 et de lithium-6, on peut refroidir le lithium-7 et par collision, qui elles ne sont pas interdites entre les bosons et les fermions, le lithium-6 se refroidit.
Et il a fabriqué ainsi des mélanges de lithium 7 et de lithium 6, et il a regardé leur comportement lorsque la température baisse. Et on peut regarder de façon sélective les deux espèces, c'est l'un des miracles et des grands avantages des lasers, simplement en changeant légèrement la longueur d'onde des lasers, parce qu'en raison du shift isotopique, les lasers dont on a besoin pour faire l'ombre du nuage sont à des fréquences légèrement différentes pour les bosons et les fermions. Et vous voyez ce qu'il observe en baissant la température. Dans le cas des bosons, le système se contracte et on arrive à un tout petit système qui correspond essentiellement, si on néglige les interactions, à l'état fondamental dans le piège, alors que pour le lithium-6, l'extension reste plus grande. Alors c'est un facteur de l'ordre de 2 ou 3 parce qu'il y avait relativement peu d'atomes, et n à la puissance 1 sixième, lorsque n n'est pas très grand, c'est pas très grand, mais l'effet est quand même très net. On voit cet effet de pression de Fermi. Bon, là, je vous ai dit qu'on ne pouvait pas refroidir des fermions. C'est vrai que s'ils sont polarisés, mais si vous avez un ensemble qui contient les deux composantes, à ce moment-là, ils peuvent être refroidis parce que les collisions entre les deux composantes associées à des états internes différents, elle n'est pas interdite, et on verra ça un peu plus loin. Alors maintenant, je passe à la deuxième partie où il faut que je vous parle un peu plus précisément des interactions entre les atomes froids et introduire cette fameuse notion de longueur de diffusion et de champ moyen. Alors les particules, les atomes, on sait très bien comment ils interagissent, et j'ai représenté, bon, je l'ai mis sur la diapositive et je l'ai également mis au tableau. Deux atomes interagissent par l'intermédiaire d'un potentiel qui a en général la forme que vous voyez là. À grande distance, c'est un potentiel attractif qui est essentiellement la force de Van der Waals entre les atomes, et à courte distance, il devient répulsif lorsque les nuages électroniques des atomes se recouvrent, et donc il y a un minimum, et dans ce minimum, il y a en général, dans ce potentiel, il y a en général les états liés, qui sont les états moléculaires habituels, et ces états peuvent avoir une très grande énergie de l'ordre de l'électron-volt, donc énergie énorme par rapport aux énergies des atomes froids qu'on considère ici. Lorsque deux atomes froids entrent en collision, ces atomes ont une énergie, sont juste au-dessus du zéro d'énergie, et ils ont une énergie très petite, égale à h bar de K2 sur 2m, où K est le vecteur d'onde, l'inverse de la longueur d'onde. Donc pour des grandes longueurs d'onde de De Broglie, cette énergie de collision est extrêmement faible. Et lorsque les atomes entrent en collision, ils ne peuvent pas tomber dans des collisions binaires dans un état lié, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. Donc la collision est élastique, mais néanmoins la structure des états liés sous-jacentes va jouer un rôle essentiel pour définir la section efficace de collision, l'importance de la collision et des interactions effectives entre les atomes. Alors j'essaye de décrire ça. Je vous rappelle comment on décrit une collision binaire entre deux particules. On peut, dans le référentiel du centre de masse, décrire la particule relative comme une onde plane au départ, et cette onde plane va passer sur le centre de collision. L'extension effective de l'interaction est très petite, c'est de l'ordre de grandeur de la largeur du puits de potentiel que j'ai décrit ici, et la collision va se décrire de façon très simple si la longueur d'onde de De Broglie, ou le vecteur K correspondant, si la longueur d'onde de De Broglie est très grande ou si le vecteur K correspondant est tout petit. À ce moment-là, l'onde de De Broglie va avoir une extension énorme par rapport au centre de diffusion lui-même, et la collision va avoir des caractéristiques très différentes de ce qu'elle est pour des atomes à la température thermique. Pour des atomes thermiques, les paquets d'ondes sont tout petits, et la collision peut se décrire un peu classiquement avec des sections efficaces qui vont être de l'ordre de B. Ici, les atomes sentent, entre guillemets, leur environnement sur une distance beaucoup plus grande, et la section efficace de collision peut être et en fait beaucoup plus grande que cette section géométrique. En fait, donc dans la théorie des collisions, l'onde plane initiale se transforme en une onde transmise plus une onde de diffusion. Et dans le cas où la longueur d'onde de diffusion est très grande, on peut montrer que l'onde de diffusion s'effectue essentiellement sous forme sphérique. On dit qu'il s'agit d'une onde S, une onde qui sort de l'origine avec la même amplitude dans toutes les directions. Et la diffusion est donc complètement caractérisée par la quantité f de k que j'ai écrite ici, qui est l'amplitude de diffusion, qui est homogène à une longueur, d'après la formule que vous avez là. Donc cette amplitude de diffusion, on peut montrer que lorsque k est petit devant 1 sur B, c'est-à-dire que lorsque la longueur d'onde est grande devant B, on peut la mettre sous la forme simple que j'ai écrite ici. C'est une longueur qui est essentiellement égale au signe près à ce qu'on appelle AS, la longueur de diffusion. Il y a une correction si K devient tout petit ou si AS devient très grand, qui est le dénominateur, mais vous voyez que pour la diffusion dans des conditions normales,
c'est le facteur KAS, c'est une quantité très petite devant 1, et à ce moment-là, la diffusion est caractérisée par cette fameuse longueur de diffusion AS. Alors cette longueur de diffusion, elle est très difficile à calculer a priori, parce que sa valeur dépend de la nature de l'interaction entre les particules. Vous voyez que j'ai représenté ici une situation où vous avez des états liés excités qui s'approchent de la limite d'ionisation, de la limite de décomposition, de dissociation de la molécule, et on peut montrer que la longueur de diffusion dépend de façon cruciale de la position du dernier état lié dans ce puits de potentiel. Si vous variez légèrement le puits de potentiel et que le dernier état lié traverse la quantité E égale 0, à ce moment-là, on peut montrer que la section efficace de diffusion diverge. En fait, une autre façon de voir les choses, c'est de dire que cette longueur de diffusion est associée au déphasage de la fonction d'onde dans l'onde S. On doit décomposer l'onde plane initiale en onde sphérique, et l'onde S, lorsque la diffusion se produit, subit un déphasage, et à partir de ce déphasage, on peut calculer la section efficace de diffusion, donc également la longueur de diffusion. Et ce déphasage subit une variation importante lorsque un état lié passe à l'énergie E égale 0. Donc on ne va pas chercher à faire le calcul de façon ab initio, on va mesurer, comme je vais le montrer expérimentalement, la longueur de diffusion, et une fois qu'on la connaît, on connaît tout ce qu'il faut pour savoir comment interagissent les atomes. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace le vrai potentiel, qui a une très faible portée, par un potentiel de contact que j'ai écrit ici, que je vais réécrire, un potentiel effectif de contact qui est proportionnel à une fonction de Dirac, qui est égale donc à 4pi h bar 2 AS sur M delta de R. Alors, je ne discute pas de la régularité de cette fonction, ça devient un peu trop technique, mais essentiellement c'est ça. Et on a donc une interaction effective qui est une interaction de contact dont l'amplitude est proportionnelle à la longueur de diffusion. Et vous voyez que cette longueur de diffusion, elle peut être positive, négative ou nulle. Si elle est positive, globalement, les atomes se repoussent, et donc il y a une énergie d'interaction répulsive entre les atomes. Si elle est négative, et c'était le cas du lithium dont je parlais tout à l'heure, la force est attractive et le condensat a tendance à se contracter, et au-delà d'un certain nombre d'atomes, ça devient instable et conduit à l'explosion du condensat. Et puis, il y a le cas limite où on s'arrange pour que AS soit égal à 0, et à ce moment-là, les particules n'interagissent pas, on a fabriqué un gaz parfait. Donc voilà un petit peu les généralités. Et je vous rappelle que si les fermions sont polarisés, cette onde S n'existe pas, et donc les collisions entre les particules font intervenir des ondes de moment angulaire plus élevées avec une efficacité beaucoup plus faible. Et donc il est impossible de refroidir directement des fermions polarisés par la méthode évaporative. En fait, l'onde S de diffusion, elle peut même être observée directement. Il y a une belle expérience qui a été faite à MIT à la fin des années 90. On a un condensat de Bose-Einstein et on envoie à l'intérieur de ce condensat, on fait traverser à ce condensat un ensemble d'atomes qui se trouvent dans un autre état. C'est un peu comme une impureté qu'on envoie dans un système. Et donc vous voyez ici, après la traversée, on fait l'image du gaz et vous voyez que vous avez le condensat qui est resté là, l'impureté non diffusée, puis vous avez un halo sphérique qui est centré sur le centre de masse du système, qui vous montre que les produits de la diffusion partent dans toutes les directions suivant une onde S. Donc on peut vraiment visualiser l'onde S de diffusion comme un halo dans l'image de collision du système. Donc comment est-ce qu'on va rendre compte, pour décrire le condensat, de ces interactions répulsives? Eh bien, on utilise ce qu'on appelle l'équation dite de Gross-Mitaevsky. Je vais simplement vous donner l'idée physique ici. En général, donc, la longueur de diffusion varie d'un système à l'autre. Elle peut être beaucoup plus grande que la taille de l'atome, et elle varie de quelques nanomètres en général à quelques dizaines de nanomètres, suivant la position de ce dernier état lié. Et puis, on peut même artificiellement la faire diverger, lui faire prendre une très très grande valeur. Cette section efficace, elle est liée, cette longueur de diffusion, et je fais toujours le lapsus, parce que le carré de la longueur de diffusion, c'est essentiellement la section efficace de diffusion, c'est-à-dire la longueur de diffusion décrit la portée effective qui fait que les ondes de De Broglie associées à deux atomes se sentent. Eh bien, cette longueur de diffusion, elle peut être plus grande
que la distance moyenne entre atomes. Et si elle devient plus grande que la distance moyenne entre atomes, à ce moment-là, la notion même de collision binaire perd son sens. Par contre, si cette longueur de diffusion est petite devant la distance moyenne entre atomes, c'est la condition que j'ai écrite ici, AS petit devant la distance moyenne entre atomes, c'est-à-dire AS n puissance 1 tiers où n est la densité petit devant 1, ou encore en prenant le nombre absolu AS petit devant la taille du condensat que multiplie grand N puissance moins 1 tiers, à ce moment-là, on peut décrire les interactions comme des interactions binaires entre atomes. Et donc, l'effet des interactions, c'est la somme des interactions des n-1 sur 2 paires d'atomes qui existent dans le condensat. Et donc, ce régime-là est un régime très intéressant qu'on appelle le régime du champ moyen, parce que c'est un régime dans lequel le comportement de chaque atome du condensat peut être décrit comme l'évolution dans le potentiel appliqué plus le potentiel moyen des autres atomes. C'est une méthode d'approximation qui est très commune en physique de la matière condensée et qui est également commune en physique atomique lorsqu'on fait par exemple des approximations de type Hartree-Fock. Alors pour calculer l'état de l'atome dans le piège, eh bien, on prend un modèle extrêmement simple. On suppose que chaque atome, tous les atomes se trouvent dans la même fonction d'onde. Donc on a par définition symétrisé pour des bosons le système, et on cherche la fonction d'onde psi collective, qui va être la même pour tous les atomes, qui va minimiser l'énergie totale du système en tenant compte à la fois de l'énergie cinétique, donc le premier terme que j'ai écrit ici en bleu, de l'énergie potentielle du piège, et puis des interactions. Et le terme d'interaction est évidemment proportionnel à ce fameux facteur G, c'est-à-dire à la longueur de diffusion, et puis il fait intervenir, il est proportionnel au carré de la fonction d'onde. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez calculer la valeur moyenne de cette fonction delta R, eh bien, pour chaque atome, ce qui va compter, c'est la probabilité, le nombre d'atomes qui vont se trouver au même point, qui est proportionnel à n psi de R au carré. Et donc, on va avoir ce terme psi de R au carré dans l'équation, qui devient donc une équation qui ressemble beaucoup à une équation de Schrödinger, à ceci près qu'on y ajoute ce terme non linéaire, qui n'existe pas évidemment dans l'équation de Schrödinger ordinaire. Ça ressemble donc à une équation de Schrödinger indépendante du temps, et en minimisant cela, on trouve l'énergie. Cette énergie, E, a une signification physique très simple, c'est l'énergie qu'il faut ajouter, qui intervient lorsqu'on veut ajouter une particule au condensat, et c'est ce qu'on appelle le potentiel chimique du condensat, mais je n'ai pas envie de rentrer dans ces détails techniques. Vous voyez qu'on doit résoudre une équation qui rappelle beaucoup une équation de Schrödinger, mais en introduisant ce fameux terme non linéaire. Et ce terme non linéaire est proportionnel à AS. Donc, si on varie AS, on va avoir des situations où le terme non linéaire va être plus ou moins important. Et sur la diapositive suivante, je décris un petit peu ce qui se passe. Je vais calculer séparément qu'est-ce qui se passe si, par exemple, les interactions sont répulsives. Si les interactions sont répulsives, le gaz va avoir tendance à prendre une taille plus grande que le gaz parfait. Et on peut calculer comment vont être modifiés les différents termes de l'énergie lorsque le gaz prend une taille plus grande. On peut paramétriser cette augmentation de taille en disant que la dimension linéaire de la fonction d'onde devient x à 0h, où A0h est l'état fondamental et x est un paramètre ajustable. Et vous voyez que l'énergie cinétique va varier en 1 sur x2, tout simplement à cause de Heisenberg, c'est-à-dire que si vous essayez de concentrer les particules, vous allez être obligé d'augmenter l'énergie cinétique, comme en 1 sur x au carré. Donc ce terme-là, il devient très important si vous condensez le gaz, mais au contraire, si le gaz s'étend, il devient moins important qu'il ne l'est en l'absence d'interaction à cause de la décroissance en 1 sur x2. Le terme d'énergie potentielle, lui, est en x2, puisque si vous augmentez la taille du gaz, vous allez explorer des régions où le potentiel parabolique devient plus important. Quant à l'interaction, elle est en 1 sur x3. Pourquoi? Parce que le psi de R au carré qui intervient dedans, c'est une fonction qui doit être normalisée, et si vous augmentez la taille de la fonction d'onde, eh bien psi de R au carré va décroître comme l'inverse du volume, c'est-à-dire en 1 sur x3. Et donc on doit comparer ces différents termes, et pour les comparer, le facteur important, c'est le rapport sans dimension n à s sur A0h, ou encore le rapport entre AS et la distance entre les particules. Donc j'ai essayé de représenter ça sur une droite qui montre les différentes valeurs possibles de AS avec des valeurs limites. 0, c'est le gaz parfait, les particules n'interagissent pas. Si l'interaction est négative, le condensat est instable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il collapse au-delà d'un certain nombre de particules, de l'ordre d'un millier.
lorsque AS devient positif, tant que AS est petit devant la dimension de l'état fondamental divisée par n, les interactions sont très faibles. Donc on peut décrire le système en première approximation comme un gaz parfait, et la taille du gaz est celle de l'état fondamental de l'oscillateur harmonique. Mais lorsqu'on dépasse cette valeur entre A0H sur n et A0H sur n puissance 1 tiers, eh bien, on se trouve dans la région du régime de champ moyen, qui est ce régime où on peut décrire l'interaction par des paires et l'équation de Gross-Pitaevskii qui s'applique. Par contre, lorsqu'on dépasse cette limite, eh bien, ça veut dire que la longueur de diffusion devient supérieure à la distance moyenne entre les particules dans le piège, et à ce moment-là, l'équation de Gross-Pitaevskii ne s'applique plus. On est dans ce qu'on appelle un régime à n corps, qui est bien connu dans la physique de la matière condensée, où on doit tenir compte donc des corrélations entre les particules au-delà de l'approximation du champ moyen. Alors, je vais dire une dernière chose sur la limite des équations dans le cadre du champ moyen, qui est ce qu'on appelle la limite de Thomas-Fermi. Dans le régime du champ moyen avec interaction répulsive, on arrive très vite dans un régime où le terme d'interaction, qui varie en 1 sur x3, en AS sur A0H 1 sur x3, domine le terme d'énergie cinétique. C'est-à-dire que l'énergie cinétique devient petite devant l'énergie potentielle et devant l'énergie d'interaction entre les particules. Et à ce moment-là, eh bien, la taille du condensat s'obtient en minimisant la somme des deux termes de l'énergie qui sont prépondérants, qui sont l'énergie potentielle qui tend à contracter le gaz et l'énergie d'interaction qui tend au contraire à lui donner une grande taille. Et si on prend ce fameux paramètre x comme un paramètre ajustable, on trouve la valeur d'équilibre de x qui montre que l'équilibre s'obtient pour une dimension qui varie en n puissance 1 cinquième. C'est-à-dire que si vous augmentez le nombre de particules, eh bien, le condensat s'étend avec une variation spatiale variée en n puissance 1 cinquième. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on peut... l'importance du terme répulsif dans le condensat nous donne un moyen de mesurer de façon relativement simple la longueur de diffusion. Vous partez d'un condensat donc, qui se trouve dans un volume de dimension n puissance 1 cinquième et soudainement, vous coupez le piège. Alors, si vous coupez le piège, il ne reste plus que deux formes d'énergie, essentiellement l'énergie répulsive et puis l'énergie cinétique qui au départ est négligeable. Mais au fur et à mesure que le condensat s'étend, eh bien, l'énergie de répulsion va disparaître puisqu'elle dépend de la distance entre les particules et elle va se transformer en énergie cinétique. Et donc vous avez une extension du gaz très rapide qui est liée à l'explosion en fait, du gaz sous l'effet de la transformation de l'énergie d'interaction en énergie cinétique. Et si vous prenez ensuite un instantané en regardant l'absorption d'un faisceau sonde, la taille du gaz à un instant donné vous dira quelle est la vitesse atteinte par les particules, donc quelle était l'énergie d'interaction au moment où vous avez coupé le gaz, et connaissant cette énergie d'interaction et le nombre d'atomes, vous en déduirez le facteur G et la longueur de diffusion. Donc c'est ce type d'expérience qui a servi à mesurer expérimentalement la longueur de diffusion. Ce qu'on a pu faire également, et je terminerai là-dessus cette partie, c'est accorder la résonance, la longueur de diffusion, par ce qu'on appelle une résonance de Feshbach. Alors là, je vais vous décrire ça de façon très très qualitative également. C'est un phénomène assez complexe, mais dont les idées qualitatives sont assez simples à comprendre. En fait, il faut considérer que le seul état que j'ai considéré jusqu'à maintenant, qui est l'état de diffusion dans ce qu'on appelle ici le canal ouvert, les particules qui entrent en interaction, ce ne sont pas les seuls états d'énergie possibles pour le système. J'ai représenté ici, sous cette figure également, un potentiel correspondant à des particules entrantes dans un état atomique excité. Elles vont également avoir un potentiel attractif, et vous voyez donc un puits de potentiel qui se trouve au-dessus du puits de potentiel du canal ouvert. Ce canal-là, c'est ce qu'on appelle le canal fermé, qui n'est pas atteint normalement, mais qui possède des états d'énergie liés. Et s'il se trouve qu'un état lié dans le canal fermé a une énergie qui est voisine ou qui coïncide avec l'énergie de diffusion E, eh bien, il va y avoir une interaction entre les deux, parce que le hamiltonien possède des termes d'interaction liés au magnétisme en particulier.
au magnétisme des atomes entre ces deux, le canal ouvert et le canal fermé. Et on va pouvoir exalter la longueur de diffusion. C'est un peu une façon artificielle de ramener un niveau d'énergie effectif exactement en E égale 0. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On peut varier, en balayant un champ magnétique, les niveaux que j'ai écrits en bleu et en rouge varient de façon différente dans un champ magnétique, donc on peut trouver les valeurs du champ magnétique pour lesquelles la résonance exacte se produit. Et à ce moment-là, eh bien, la longueur de diffusion diverge suivant l'expression que j'ai montrée ici. On a une divergence de la longueur de diffusion, et cette divergence, elle peut être mesurée expérimentalement par la méthode que je vous ai indiquée tout à l'heure, c'est-à-dire que dans différentes valeurs du champ magnétique, on laisse le gaz s'étendre et on mesure la longueur de diffusion, comme je vous l'ai indiqué, et on voit effectivement cette divergence pour une valeur du champ magnétique qui est indiquée ici. Alors, en principe, on peut calculer ces valeurs du champ magnétique si on connaît exactement les potentiels moléculaires. C'est un calcul qui est difficile. Expérimentalement, on préfère faire l'expérience, mesurer et voir où se trouvent les valeurs du champ magnétique pour lesquelles ceci se produit. Alors, ces résonances de Feshbach, c'est un moyen d'étude des gaz quantiques dans le régime d'interaction forte qui est extrêmement puissant. Je vous montre simplement ici une courbe typique de résonance de Feshbach en fonction du champ magnétique. Vous voyez que autour de B égale B0, autour de la valeur correspondant à la résonance, la longueur de diffusion diverge, et évidemment, à ce moment-là, elle devient plus grande que ce fameux facteur A0H, n puissance moins 1 tiers, donc le modèle du champ moyen devient invalide, et en fait, on se trouve dans cette région que j'ai marquée en rose, typiquement dans le domaine du régime à n-corps, où il faut tenir compte des interactions, qui est un domaine qui est théoriquement largement ouvert, où des tas de phénomènes intéressants se produisent. Dans la région que j'ai indiquée ici, dans ce cas particulier, vous voyez que vous avez une zone où l'interaction entre les particules est attractive, et puis dans l'autre région, l'interaction devient répulsive. Donc vous voyez que si vous balayez le champ magnétique, vous passez continuellement d'une région attractive à une région répulsive, en passant par une région où il faut tenir compte du problème à n-corps. Donc cette physique est très riche, et j'en dirai quelques mots en conclusion dans le cas de fermions dégénérés. Je voudrais insister sur un point, c'est que quand vous arrivez à la limite, lorsque B devient égal à B0 et que la longueur de diffusion diverge, à ce moment-là, il faut reprendre pour l'amplitude de diffusion l'expression exacte. Et vous voyez que si AS tend vers l'infini, ceci tend vers I sur K, et l'onde de diffusion prend maintenant une forme, ici, qui est indiquée ici, qui est complètement indépendante de la nature des particules, puisque la longueur de diffusion S a disparu de cette expression. Donc on a une expression universelle dans ce cas. Alors évidemment, s'il y a plus de deux particules, on ne peut pas utiliser un modèle de collision à deux corps, mais cette expression montre que pour traiter de la physique à la résonance ici, eh bien, on a une physique qui est extrêmement compliquée. Les équations qui décrivent le système ne sont pas simples à calculer théoriquement, mais cette physique est universelle. Et si vous faites une expérience avec un certain type de particules, vous aurez des renseignements sur ce qui se passe, quelles que soient les particules, puisque la physique devient indépendante de la valeur exacte de AS. Donc le comportement du système devient universel. Donc après ce passage un peu hard, je pense, dans le cours, on va essayer de dire des choses plus faciles, et je vais vous décrire qualitativement quelques expériences. Je voudrais vous montrer comment cette physique a conduit à la réalisation d'expériences qui généralisent aux ondes de matière ce qui est bien connu en optique. L'une des premières choses qui a été faite à la fin des années 90, c'est de laisser, à partir du moment où il y a un condensat, par différentes méthodes, on peut faire un trou dans le condensat et laisser les particules s'échapper continuellement. Et on peut les laisser s'échapper. Évidemment, elles tombent dans le champ de gravité, elles sont guidées par le champ de gravitation. Et vous voyez les images que l'on obtient, toujours en faisant ensuite une image à l'aide d'un faisceau laser absorbant. Voilà différents types de lasers de matière, lasers à atomes, qui ont été obtenus dès les années 97-98, à MIT, à Munich, à Yale, au NIST. Et vous voyez donc que les ondes de matière tombent de façon collimatée, et nous allons voir avec une cohérence de l'onde de matière, qui rappelle ce qui se passe pour un laser. Donc on a ainsi les premières images. Les atomes sont guidés par la gravité et tombent sous la forme d'un faisceau cohérent naturellement collimaté. Alors la première chose qu'on peut faire avec ça, c'est effectuer l'interférence de deux condensats indépendants. Cette expérience a été effectuée, c'était une des premières expériences spectaculaires par le groupe de Ketterle et MIT.
vous partez d'un condensat en forme de cigare, et puis vous le coupez en deux à l'aide d'un faisceau laser qui va repousser les atomes, un faisceau laser décalé vers le bleu, et on obtient donc deux condensats qui, au bout d'un certain temps, sont complètement indépendants l'un de l'autre. Et ces condensats, on les laisse tomber, ils tombent dans le champ de gravité, l'ellipticité, comme je l'ai dit, s'inverse, et ils finissent par se recouvrir. Et dans le recouvrement, on observe des franges, des variations périodiques de l'intensité atomique. Comment est-ce qu'on l'observe? Eh bien, on éclaire à un instant donné et on forme l'image sur une plaque CCD. Et vous voyez ici représenter les interférences qui sont observées avec un bon contraste et un grand nombre de franges. Et donc ces interférences, elles sont beaucoup plus belles que celles que je vous avais montrées la semaine dernière lorsqu'on l'effectue avec des gaz froids mais thermiques. Dans les gaz froids thermiques, comme les expériences qui avaient été faites au Japon dans les années 90, on voyait 2-3 franges. Ici, vous pouvez voir des dizaines de franges. Et ça ressemble beaucoup à l'interférence de deux lasers. Si vous prenez deux lasers indépendants et que vous les faites se recouvrir, vous allez également voir des franges. Alors, ce qui se passe, un des points intéressants sur lesquels je voudrais insister avant de passer à autre chose, c'est que la phase de ces franges est aléatoire d'une réalisation de l'expérience à la suivante. Si vous recommencez ces expériences, cette figure elle est prise en un seul coup. C'est l'image de deux condensats qui ont interféré entre eux. Si vous recommencez, vous allez trouver les mêmes types d'images, mais avec des franges qui auront une phase aléatoire. Alors, la question qui se pose, c'est comment se fixe la phase de ces franges dans l'expérience en question. Et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un problème que j'ai longuement traité dans un autre contexte dans les cours précédents. C'est un exemple typique de mesure quantique. Vous mesurez le premier atome qui tombe sur la plaquette, le premier photon que vous détectez dans l'ombre du nuage atomique sur la caméra CCD, il vous indique que très probablement la phase des franges est telle que vous êtes dans un maximum, puisque vous avez observé quelque chose, donc vous n'êtes certainement pas à un minimum des franges. Et donc petit à petit, dès le premier atome, la fonction d'onde du système qui interfère se trouve projetée dans l'état qui correspond à la phase que vous avez observée initialement. Et donc la phase se fixe par la mesure elle-même. La même chose se produit lorsque vous prenez deux lasers indépendants. Les premiers photons qui tombent vous fixent la phase relative entre les deux lasers, et à ce moment-là, vous voyez des franges d'interférence. Donc je ne veux pas insister là-dessus parce qu'on a traité ce problème en détail. Alors, une autre expérience intéressante consiste à faire interférer non pas deux condensats indépendants, mais un condensat avec lui-même. Et cette expérience a été faite à Munich également dans la même période. Vous voyez que le principe de l'expérience est très simple. Vous voyez ici, sur l'axe horizontal, c'est Z, c'est-à-dire c'est la position dans un champ de pesanteur. Et ici, vous avez l'énergie. Et vous voyez que le condensat, le piège magnétique, est représenté par cette courbe. Et dans ce piège, vous piégez des particules qui ont un certain moment magnétique. La façon de faire interférer le condensat avec lui-même, c'est de lui appliquer simultanément deux champs de radiofréquence à des fréquences légèrement différentes. Et étant donné l'existence d'un gradient de champ magnétique dans le piège, ces deux champs de radiofréquence à des fréquences différentes vont extraire du condensat des atomes qui se trouvent à des altitudes delta Z légèrement différentes. Et donc vous allez obtenir deux ondes de matière qui diffèrent par la condition initiale, le delta Z, d'où ces ondes de matière sont parties. Alors c'est ce que représenté ici. Vous voyez deux ondes de matière qui vont partir et elles vont battre entre elles. Et vous voyez que cette figure montre que la longueur d'onde de ces ondes de matière diminue lorsque Z augmente, tout simplement parce que la vitesse des atomes augmente, parce qu'ils tombent en chute libre, et cette vitesse, c'est effectivement est proportionnelle à l'inverse de la longueur d'onde. Donc si la vitesse augmente, la longueur d'onde doit diminuer. Et pour calculer le battement entre les deux ondes, l'expression est extrêmement simple. Phi de Z plus delta Z moins phi de Z s'obtient simplement en prenant la différence des accumulations de phase. Le facteur racine de 2G que vous avez ici, c'est simplement la vitesse atteinte par les ondes de matière à la cote Z, et vous devez intégrer ça entre 0 et Z. Et cette intégrale est triviale à faire, et vous trouvez donc que la fréquence de battement est donnée par la différence de phase, plutôt donnée par cette expression, elle croît en racine de Z. Donc vous voyez que le battement, lui, a une longueur d'onde qui augmente avec Z.
la longueur d'onde du battement augmente à racine de z, et ces résultats sont confirmés par l'expérience. On laisse donc ce condensat avec les deux conditions initiales comme une expérience dans laquelle on aurait deux fentes qui laissent tomber les atomes à partir de hauteurs différentes, et vous voyez que la densité présente un battement, et la mesure de ce battement permet de mesurer la cohérence spatiale du condensat. Vous voyez que cette première image est prise à une température très inférieure à la température de condensation. Ici, vous avez une image qui est prise lorsque T est égal à TBE, donc vous voyez que le contraste des franges diminue. Et si vous passez à un gaz thermique, eh bien à ce moment-là, il n'y a plus de contraste. Donc c'est un peu la même différence que ce que vous avez lorsque vous comparez l'interférence de deux lasers avec l'interférence de deux sources classiques. Plutôt l'interférence d'un laser avec lui-même ou l'interférence d'une source classique avec elle-même. La longueur de cohérence devient beaucoup plus courte dans le dernier cas. Alors, autre problème que je voudrais aborder rapidement, l'optique atomique non linéaire. On peut étendre à la physique des condensats des résultats bien connus de l'optique classique faite avec des photons. Pour faire interagir des photons entre eux, ils n'interagissent pas directement, il faut les faire passer dans un milieu non linéaire. Donc ces photons vont perturber le milieu non linéaire, et si vous envoyez plusieurs ondes dans le milieu qui interagissent, qui sont en compétition pour interagir avec les mêmes dipôles, des effets non linéaires apparaissent. Il y a un effet qui est très simple que je décris ici pour situer un peu le contexte, qui est le mélange dégénéré à quatre ondes. C'est-à-dire que vous envoyez dans un milieu non linéaire, vous commencez par envoyer dans un milieu deux ondes de même fréquence et de vecteurs d'onde opposés, que j'appelle E1 et E2, avec les vecteurs d'onde K et moins K. Et puis vous envoyez une troisième onde, toujours de même fréquence, mais avec un vecteur d'onde Ks différent. Donc vous avez trois ondes dans le milieu, et nous allons voir que ces trois ondes en génèrent une quatrième qui va être à la même fréquence, mais qui va posséder une impulsion qui va être liée à l'impulsion des trois premières. Alors qu'est-ce qui se passe en fait ? Il apparaît dans la polarisation du milieu un terme non linéaire qui est proportionnel au cube du champ électrique. Et ce champ électrique étant la somme des champs électriques des trois ondes, E1 plus E2 plus E3, on voit que dans ce terme-là, il va apparaître un terme qui va faire apparaître le produit des amplitudes avec les termes de phase des trois ondes. Et il y a en particulier un terme qui est de la forme E1, E2, E3 complexe conjugué, qui va avoir une dépendance spatiale en K plus moins K moins Ks, donc une dépendance spatiale en E puissance moins IKSR. Et ce terme-là est un terme source pour une quatrième onde qui va venir se propager en sens inverse de l'onde 3. Alors c'est un mélange, les trois ondes en créent une quatrième, et cette quatrième onde a une phase qui est conjuguée de la phase de l'onde 3, donc on appelle cela aussi une expérience de conjugaison de phase. En fait, au point de vue énergétique, et j'ai un peu modifié le dessin que vous avez sur les notes de cours, ce qui se passe, c'est que le système qui est non résonant absorbe un photon K, émet par émission stimulée un photon Ks, puis absorbe un photon moins K et émet un photon moins Ks. Et c'est donc ce dernier photon qui, au départ, est spontané, puisqu'il n'existe pas de champ à cette fréquence, mais qui s'amplifie par émission stimulée lorsque le champ se bâtit. Et donc vous voyez que le processus conserve à la fois l'énergie et l'impulsion du champ, simplement en transférant des photons d'un champ à un autre. Dans le cas en optique atomique, les interactions entre atomes, le terme non linéaire de l'équation de Gauss-Mitalevsky peut jouer le rôle du terme en Ki3 de l'optique non linéaire. Et je vous décris sur les deux transparences suivants une expérience qui a été faite dans le groupe de Bill Phillips, toujours à la fin des années 90. Alors en fait, lorsque vous avez formé un condensat, l'impulsion moyenne dans le condensat est nulle, il n'y a pas de vitesse. Et pour faire une expérience de ce genre, il faut créer initialement trois parties du condensat qui vont avoir des vitesses, c'est-à-dire des impulsions différentes, et espérer qu'on va en voir apparaître une quatrième. Alors comment est-ce qu'en partant d'un condensat qui est globalement immobile, on peut créer un mode qui va se propager avec une certaine impulsion ? Eh bien, l'idée, c'est de faire une diffusion de Bragg de ce condensat sur une onde de matière, une onde lumineuse qui va se propager, qui va avoir une vitesse de propagation. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend deux lasers qui forment un angle θ entre eux, qui sont non résonnants avec le milieu atomique, donc qui ont des impulsions K1 et K2, et pour une raison qui va apparaître claire dans un moment, on introduit une très légère différence de fréquence entre les deux lasers. On peut, à partir du premier laser, à l'aide d'un système acousto-optique, obtenir un faisceau qui a une fréquence légèrement différente, de quelques dizaines ou centaines de kilohertz.
Et donc vous voyez qu'on fabrique ainsi une onde stationnaire, mais comme les fréquences sont différentes, cette onde stationnaire bouge. Donc on va entraîner le condensat dans une direction qui va dépendre du vecteur d'onde différence K1 et K2. En fait, ce qui se passe, c'est que les atomes du condensat absorbent un photon K1 et réémettent un photon de façon stimulée, un photon K2. Donc les atomes vont par efféramment redistribuer la lumière entre les modes K1 et K2. Et en faisant cela, ils vont encaisser l'énergie de recul, la différence des impulsions entre les deux champs. Et donc, on va fabriquer, en fait, si on arrête cette impulsion au bout d'un temps, c'est un phénomène cohérent, si on arrête cette impulsion au bout d'un temps donné, on va préparer un système qui va être dans une superposition de l'état initial où les atomes ne bougent pas et de l'état où les atomes ont pris l'impulsion K1 et K2. Et on peut régler, en réglant la durée et l'intensité des impulsions, les deux termes de cette superposition. Alors la condition qui doit être réalisée, elle doit satisfaire la conservation de l'énergie et de l'impulsion. Vous voyez qu'à la fin du processus, le champ a perdu l'énergie h bar delta, puisqu'on a transféré un photon de fréquence oméga à un photon de fréquence oméga moins delta. Donc il faut que les atomes aient pris cette énergie, et la seule façon de la prendre, c'est évidemment par l'énergie cinétique de recul, qui est h bar 2, K1 moins K2 au carré, c'est-à-dire 2h bar 2, K1 carré, sinus carré θ sur 2. Donc on a une formule de type Bragg qui montre que ceci ne marche que si l'angle entre les deux faisceaux est relié à la différence de fréquence par cette formule. Alors à partir de là, l'expérience devient simple à décrire. On part d'un condensat immobile. Une première impulsion Bragg avec les impulsions K1 et K2 va donner un kick, une impulsion au nuage dans la direction h bar K1 moins K2. Et donc on va avoir une superposition du nuage immobile et de ce nuage qui se déplace dans cette direction. Et puis ensuite on envoie une deuxième impulsion qui est cette fois-ci formée de deux lasers qui sont collinéaires et qui vont donc pousser dans la direction que j'ai indiquée ici en vert. Et ils ne vont pousser que cette partie de la fonction d'onde. On peut se demander pourquoi ils ne poussent pas l'autre, tout simplement parce que la condition de différence de fréquence est choisie pour que l'énergie et l'impulsion soient conservées pour la partie P1 et pas pour la partie P2. Et donc le résultat, c'est qu'à la suite de ces deux impulsions, eh bien, on a un mélange dont les poids dépendent de la durée des pulses, de trois modes, un mode qui ne bouge pas, un mode qui part avec l'impulsion P1 et un mode qui part avec l'impulsion P2. Plutôt P1, P2 et P4 que j'ai marqué. Non, excusez-moi, P1, P2 et P3. Donc on a un mode qui ne bouge pas, un mode qui part dans la direction P2 et un mode qui part dans la direction P3. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que bien entendu, on a commencé par couper le piège. Tout ça, ça se passe sur des atomes libres. On doit faire très vite avant que le nuage ne s'étende. Et il y a un moment où les trois composantes sont superposées. Et lorsqu'ils sont superposés spatialement, le terme non linéaire joue le rôle du facteur Ki3 de tout à l'heure. Et il génère donc une onde dans la direction P4. Et ensuite, on prend un flash, on prend une photo de l'ensemble et on observe donc les quatre pics de diffraction, P1, P2 et P3, et le quatrième pic qui est généré par ce phénomène de physique non linéaire. Donc c'est un exemple de mélange à quatre ondes de matière. Bon, j'atteins maintenant donc la dernière partie. Je voudrais dire quelques mots sur la superfluidité des condensats de Bose-Einstein et des gaz de Fermi dégénérés. En fait, les propriétés que je voudrais décrire maintenant sont des propriétés qui avaient déjà été observées sous une forme différente dans de la matière condensée. Vous savez très bien que si vous prenez de l'hélium liquide, il possède des propriétés de superfluidité. Si vous mettez en rotation un récipient qui contient de l'hélium liquide, à partir d'une certaine vitesse, vous allez voir apparaître des vortex, des tourbillons à l'intérieur du liquide, qui sont des propriétés quantiques. Le même type de propriété se manifeste pour des particules chargées, les électrons et les paires de Cooper dans un supraconducteur, qui peuvent également donner lieu à la présence de vortex. Et donc, on a une physique des gaz quantiques dégénérés que l'on peut copier de ce qui se passe en physique de la matière condensée, mais comme je le disais, en étant capable de faire varier les paramètres et donc d'observer des phénomènes physiques intéressants. Alors, je voudrais d'abord, pour décrire cela, il faut d'abord introduire une notion dont je n'ai pas parlé pour l'instant, qui est la phase du condensat lui-même. Si un condensat en état stationnaire, dans l'état fondamental du piège, c'est une fonction d'onde qui est réelle et qui n'a pas de propriété dans laquelle la phase est la même partout. Mais lorsque vous allez mettre le condensat en rotation, lorsque vous allez
perturbé de cette façon, eh bien, la notion de phase en chaque point devient essentielle. Et comme pour toute fonction d'onde, il est toujours possible de séparer dans la fonction d'onde la partie, le module de la fonction d'onde, qu'on peut toujours écrire comme racine d'une densité, et puis la phase exponentielle ISR de t. Et ce qui apparaît clairement, c'est que le gradient de ce facteur de phase, c'est le champ de vitesse. C'est déjà connu d'ailleurs en mécanique quantique classique, à ceci près qu'en mécanique quantique normale, lorsqu'on considère les propriétés d'une particule, on parle de densité de probabilité, de courant de probabilité. Ici, comme on a un grand nombre de particules, cette densité de probabilité devient une véritable densité et le courant de probabilité devient un véritable courant de particules. Mais donc, le fait que la vitesse soit liée au gradient de S est également clair si vous prenez une onde plane. Si vous prenez une onde plane qui est en puissance IK R, le gradient de la phase, c'est K, et K est relié directement à la vitesse. Donc vous voyez que pour une onde plane, ce lien est immédiat. Et donc les équations que j'ai écrites là sont des équations qui viennent de la mécanique quantique ordinaire, en particulier la dernière qui décrit la conservation de la probabilité et qui ici va décrire la conservation du nombre de particules. Le flux de particules qui échappe d'un volume qui est donné par la divergence de J correspond à la variation temporelle de la densité de probabilité à l'intérieur de ce milieu. Alors, il y a un point qui est important, c'est que la phase du condensat doit être bien définie, et ceci donne une contrainte sur le champ de vitesse. Il est clair que si vous regardez la circulation du gradient de la phase sur un tour, sur un circuit fermé, eh bien, cette phase doit reprendre la même valeur au bout d'un tour, c'est-à-dire que le gradient de la phase doit varier d'un multiple de 2π dans un tour. Ceci induit le fait que la circulation de la vitesse du condensat sur un tel circuit fermé doit être un multiple d'un nombre de h sur m, où L est un nombre entier, qui peut être positif ou négatif. Et en fait, il est très facile de voir que ce nombre entier, il est associé directement au moment angulaire par particule dans le condensat. Une situation très simple que je voudrais considérer, c'est le cas d'un condensat qui tourne autour de l'axe OZ et en respectant la symétrie de rotation autour de OZ. Bien, à ce moment-là, si vous prenez la circulation de V et vous dites qu'elle doit être égale à un nombre entier de LH sur M, V c'est 2πr fois V, la circulation, donc vous voyez que la vitesse V, elle va être en 1 sur R. Alors, la vitesse V va être en LH sur MR, et si vous intégrez MVR sur l'ensemble du condensat, vous retrouvez que le fait que le moment angulaire du condensat n'est rien d'autre que NLH bar, et donc on décrit ainsi un condensat qui possède L unités de moment angulaire par atome. Et ce qui est très intéressant lorsqu'on fait ce petit calcul, c'est de voir que la vitesse varie, la vitesse orthoradiale du condensat varie en 1 sur R, c'est-à-dire qu'elle va diverger en R égale 0. Et c'est ce qui donne cette propriété très spéciale qui fait qu'un condensat tourne de façon très différente d'un liquide classique. Si vous prenez un liquide classique et vous le mettez en rotation dans un seau, ce que vous allez voir, c'est que la surface va prendre une forme parabolique. En fait, à cause de la viscosité du liquide, toutes les molécules sont entraînées, la vitesse est nulle au centre et elle croît radialement avec la distance au centre. Eh bien, dans un condensat, c'est complètement différent. La vitesse varie en 1 sur R, donc elle diverge en R égale 0. Et la seule façon de diverger en donnant une fonction d'onde qui a un sens, c'est que la densité du condensat s'annule en R égale 0. Et donc on a un tourbillon, un endroit où il n'y a pas de matière et où le champ de vitesse tourne très très vite. Donc vous voyez que la distribution de la matière est très différente. Bon, je n'ai pas le temps, évidemment, je rentre dans les détails, mais la largeur de ce tourbillon, du creux, dépend des interactions entre atomes, c'est-à-dire de la longueur de diffusion. C'est ce qu'on appelle la longueur de cicatrisation du condensat, et elle dépend de AS. Donc voilà ce qui se passe lorsque le condensat tourne. Et j'ai décrit là, donc, la situation la plus simple, c'est le cas où il y a un tourbillon, une unité de moment angulaire par atome. Si vous mettez 2 unités de moment angulaire par atome, vous pouvez imaginer 2 choses, ou bien que le même vortex tourne 2 fois plus vite, ou bien qu'il apparaît 2 vortex correspondant à L égale 1. En fait, bon, ce qu'on montre, c'est qu'il est énergétiquement plus favorable pour le condensat de briser la symétrie autour de l'axe OZ et de commencer à créer plusieurs vortex dans le milieu. Sur le transparent suivant, je vais relier un peu ce problème, vous montrer quel est le lien qui existe entre ce problème qui est lié à la superfluidité, puisque vous voyez que ce qui se passe, c'est que
le récipient, en quelque sorte, n'entraîne pas le liquide de la même façon que dans un liquide ordinaire. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quel est le lien avec le magnétisme de particules chargées? Ici, il s'agit de particules neutres, il n'y a pas de magnétisme, mais vous voyez qu'on peut écrire, il est instructif d'écrire le hamiltonien du système dans le référentiel qui tourne à la fréquence oméga. Alors, ce qu'on peut montrer, en fait, vous pouvez le vérifier vous-même par un petit calcul, c'est que l'hamiltonien qui décrit donc la dynamique d'un atome dans le référentiel qui tourne, c'est l'hamiltonien normal moins oméga Lz, où Lz est la composante du moment angulaire long de l'axe Z. C'est une formule que vous pouvez trouver en particulier dans le Landau-Lifshitz, mais si vous n'êtes pas convaincu, bien vous n'avez qu'à le développer. Donc, vous voyez ici, P2 sur 2m, c'est l'énergie cinétique. Ça, c'est l'énergie potentielle d'un puits potentiel harmonique à 2 dimensions. Je considère une galette, je ne tiens pas compte de la 3e dimension. Et puis, vous voyez ici, moins oméga Lz. Et puis, vous pouvez réécrire ce terme sous cette forme qui est mathématiquement la même, mais simplement on a groupé les termes autrement. Et sous cette forme, on voit apparaître une physique, on voit vraiment apparaître la physique. Ici, ce terme-là indique que la force de rappel du condensat est équilibrée et compensée par la force centrifuge. Si vous tournez le condensat dans le référentiel tournant, eh bien, on a une force centrifuge qui s'oppose à la force de rappel. Et puis, le terme que vous avez ici, lorsque vous allez écrire les équations de Hamilton qui décrivent la dynamique du système, vous allez voir que ce terme-là contribue à la force de Coriolis. C'est-à-dire qu'une autre force d'inertie qui est bien connue dans un référentiel en rotation, qu'il y a une force qui est à la fois orthogonale à la vitesse et à l'axe de rotation, qui est ce qu'on appelle la force de Coriolis. Et effectivement, quand vous écrivez les équations de Hamilton de ce système, vous trouvez que la force d'inertie, la force dans le repère tournant, c'est la somme de la force de rappel du piège, de la force centrifuge et de la force de Coriolis. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça? C'est pour vous faire remarquer la similitude entre ce terme-là et le terme que l'on trouve dans le hamiltonien d'une particule chargée, de charge Q, dans un champ magnétique uniforme. Dans ce cas-là, la quantité B vectorielle R sur 2, c'est le potentiel vecteur, et on sait très bien que le terme qui remplace P2 sur 2m, c'est P moins QA au carré sur 2m. Donc ça revient à remplacer oméga, le vecteur rotation, par QB sur 2m. Et vous voyez que le hamiltonien donc par particule du système dans le champ référentiel tournant est le même que le hamiltonien d'une particule chargée dans un champ magnétique. Et si les particules sont des fermions, eh bien, la même physique s'appliquera. Et en particulier, on comprend que l'application d'un champ magnétique, d'une rotation à un système de fermions dégénéré peut avoir le même effet que l'application d'un champ magnétique à un supraconducteur, et en particulier relier les vortex que je vous ai décrits là aux vortex qui sont les lignes dans lesquelles le champ magnétique est capable de pénétrer dans un supraconducteur. Alors, la dernière chose que je voudrais vous indiquer ici, c'est vous montrer qu'on peut calculer en fait, le vortex très simplement dans un cas élémentaire d'un piège harmonique. Je reprends le problème du piège harmonique. Alors, il y a une petite faute dans les notes de cours que j'ai corrigées là. Qu'est-ce que c'est que l'état fondamental? Je prends un piège harmonique à 2 dimensions et je néglige les interactions entre les particules, pour commencer, c'est-à-dire que je prends un gaz parfait. Eh bien, l'état fondamental, c'est simplement une gaussienne en E puissance moins x2 plus y2 sur 2, donc une gaussienne. Son énergie est h bar oméga et pas h bar oméga sur 2 parce qu'on a 2 degrés de l'état fondamental à 2 degrés de liberté. C'est l'oscillation le long de x et l'oscillation le long de y. Qu'est-ce que c'est que le premier état excité? Bien, le premier état excité, ça peut être un état où on excite un quantum le long de OX ou un quantum le long de OY, et son énergie va être, à ce moment-là, 2 h bar oméga. Donc, à un facteur 1,5 près, ce qui est important, c'est que la différence d'énergie est bien la bonne. Et on peut fabriquer, donc c'est un sous-espace dégénéré à 2 dimensions, et on peut fabriquer une superposition de l'état qui oscille le long de OX et de l'état qui oscille le long de OY, et en particulier, on peut fabriquer les superpositions X plus ou moins Y fois la gaussienne. Ça, ce sont donc les 2 premiers états excités de l'oscillateur harmonique. Et lorsqu'on les écrit sous cette forme, vous voyez tout de suite qu'on a bien le bon champ de vitesse. X plus moins y, ça correspond à quelque chose, si vous prenez le gradient de la phase, quelque chose qui tourne dans un sens ou dans l'autre. Et vous voyez bien que la densité s'annule bien à l'origine. Si vous faites x égale y égale 0, vous avez bien l'annulation de la densité. Donc cet état, cette superposition d'états, du premier état excité de l'oscillateur harmonique, ce n'est rien d'autre que l'état à un vortex. Alors, regardons maintenant la différence des énergies dans
de cet état dans le référentiel tournant. Mais c'est tout simplement, puisqu'on doit retirer oméga LZ, c'est h bar petit oméga moins grand oméga. Et donc vous voyez que l'énergie, si vous voulez que ce vortex soit stable, il faut que son énergie soit plus petite que 0. Et pour qu'elle soit plus petite que 0, eh bien, vous voyez tout de suite qu'il faut que grand oméga devienne plus grand que petit oméga. Mais à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que la force centrifuge l'emporte sur la force de piégeage, et donc le système devient instable, le condensat éclate. Alors, ceci est corrigé par les interactions. Et je vous le montre ici pour terminer. Il est clair que si le condensat est répulsif, l'énergie d'interaction va être plus grande dans l'état 0, qui est plus petit spatialement, que dans l'état 1. Donc on a delta EL0, le déplacement d'énergie de l'état 0 est plus grand que le déplacement d'énergie de l'état 1. Et si on tient compte maintenant de cette différence et qu'on calcule la différence entre l'état de moment angulaire 1 et l'état de moment angulaire 0 en tenant compte de la différence des énergies de répulsion, on constate qu'il existe une plage de fréquence qui est plus grande que oméga moins ceci, mais qui est plus petite que oméga, qu'il existe une plage de fréquences dans laquelle un vortex stable peut se former. C'est-à-dire qu'il est énergétiquement favorable que le vortex se forme et le condensat reste néanmoins stable. Alors ça, c'est une analyse qui est extrêmement simple, mais qui ne dit pas beaucoup de choses. Elle ne dit pas en particulier comment le vortex se forme dynamiquement. Il peut très bien se faire qu'il soit énergétiquement favorable, mais que le système reste de façon métastable dans l'état sans vortex. Et il ne dit pas non plus combien de vortex vont se former. Là, j'ai considéré le cas d'un vortex, mais suivant les conditions de vitesse, il peut s'en former plusieurs. Alors, c'est une situation physique qui est très compliquée, mais je vous donne simplement le résultat. Oui, on peut fabriquer des vortex. Les premiers ont été observés en particulier dans le groupe de Jean Dalibard, où il s'est mis à faire tourner un condensat avec des lasers qui jouent un peu le rôle d'une cuillère qui essaie d'introduire un mouvement de rotation dans le condensat. Et vous voyez la formation de 1, 2, 3 vortex. D'autres groupes ont repris ça. Vous voyez que le groupe de MIT, en faisant tourner des condensats, a pu obtenir des réseaux de vortex qui rappellent beaucoup les réseaux d'Abrikosov dans des supraconducteurs. Alors, le dernier point que je voudrais juste effleurer, c'est cette physique extrêmement riche qui se passe dans des fermions dégénérés au voisinage d'une résonance de Feshbach. Alors, j'ai repris le même dessin que celui que je vous avais montré tout à l'heure. Maintenant, je considère un gaz à deux composantes, donc deux états de moment interne différents par niveau d'énergie. Et vous voyez que différentes situations peuvent se rencontrer. Comme je vous le disais, la situation du gaz parfait, la situation d'un gaz attractif et d'un gaz répulsif. Alors, considérons d'abord ce qui se passe dans la région où AS est négatif. Cette situation-là, elle rappelle vraiment ce qui se passe dans un supraconducteur ordinaire. Vous avez des fermions de spin opposés, c'est-à-dire deux états de fermionique possibles, et qui s'attirent. Et en fait, la théorie BCS de supraconductivité, c'est exactement ça. C'est des électrons qui s'attirent. Dans le cas des électrons dans un supraconducteur, l'attraction est liée à la présence de phonons, au fait que le premier électron laisse derrière lui un sillage qui va attirer le second. Donc c'est une interaction indirecte par l'intermédiaire du couplage avec les phonons. C'est une force très faible, mais cette force très faible, elle est suffisante pour créer des paires corrélées dans lesquelles les deux électrons ont évidemment des spins opposés, mais également des moments opposés au voisinage de la sphère de Fermi. Malgré le fait que l'énergie de liaison est très faible, ces états restent liés en raison de la statistique de Fermi. Ils ne peuvent pas se décomposer parce que, grosso modo, il n'existe pas d'états libres à l'intérieur dans lesquels les états finaux pourraient se former, étant donné que ces états sont déjà occupés par d'autres électrons. Et donc ce sont ces paires-là qu'on appelle les paires de Cooper et qui expliquent la supraconductivité des gaz d'électrons. Ici, vous avez le même phénomène qui se produit. Vous avez des particules, cette fois-ci, qui interagissent par une force attractive, parce que AS est négatif, et donc vous avez ces paires de Cooper diffuses, de grande dimension, qui se forment. Si vous allez de l'autre côté de la résonance de Feshbach, l'interaction effective est répulsive, mais ce qu'on peut montrer, c'est que, en fait, si vous faites traverser le condensat à travers la résonance de Feshbach, au moment où vous passez dans la résonance de Feshbach, vous mélangez l'état dans le canal ouvert à l'état du canal fermé, vous donnez une certaine
caractéristique, un certain mélange d'états qui fait qu'une part de la fonction d'onde correspond à un état lié. Et cet état lié, il va se prolonger continuellement lorsque vous allez traverser la résonance et vous allez obtenir une molécule qui a une énergie de liaison très faible, dont l'extension est de l'ordre de la longueur de diffusion. Et ce sont ces molécules que j'ai représentées ici comme ça. Alors, en principe, le même phénomène peut se produire pour des bosons. Simplement, ce qui se passe dans le cas des bosons, c'est que ces molécules sont extrêmement instables parce qu'elles ont une énergie de liaison très faible et avec des collisions avec un troisième corps, elles vont être détruites. Dans le cas des fermions, l'avantage des fermions, c'est qu'il ne peut pas y avoir de collision parce que quel que soit le fermion qui va se rapprocher, il sera forcément soit dans l'état rouge, soit dans l'état bleu, et donc il n'y aura pas de collision possible. Et donc ces états-là, dans le cas des fermions, ont une durée de vie beaucoup plus grande. Ils ont été observés. Et je vous montre simplement ici. Donc on forme des molécules en faisant décroître adiabatiquement le champ à travers B égale B0. Une des expériences dans le groupe de Debye-Jean et des expériences analogues ont été faites dans le groupe de Christophe Salomon à Paris, consiste à traverser donc la résonance de Feshbach. Et comment est-ce qu'on observe ces molécules? On les observe indirectement. On compte le nombre d'atomes. Les atomes résonnent à des fréquences différentes des molécules, donc on constate, comme vous voyez, une baisse très marquée du nombre d'atomes lorsqu'on traverse cette résonance de Feshbach. Le phénomène est réversible, on peut ensuite augmenter le champ et on voit réapparaître les atomes lorsqu'on passe de l'autre côté, donc il s'agit vraiment d'un phénomène quantique cohérent. Donc je ne vais pas aller plus loin, mais je vous montre qu'il y a trois régimes. Il y a le régime BCS d'un côté de la résonance de Feshbach, le régime des formations de molécules très peu liées de l'autre côté. Ces molécules, lorsqu'elles sont en nombre suffisant, peuvent se condenser. Les condensats de Bose-Einstein ont été observés sur ces molécules. Et en fait, tout l'ensemble a des propriétés de superfluidité. À MIT, le groupe de Ketterle a observé des vortex dans les trois situations. Des vortex aussi bien dans la région BCS que dans la région de condensation de Bose-Einstein des molécules que dans la région intermédiaire. Donc je vais arrêter là et je vais conclure en disant que, j'espère qu'en tout cas au moins vous garderez ça comme conclusion, c'est que c'est une physique extrêmement riche qui ouvre de multiples points de contact avec la physique de la matière condensée. Et il y a des tas d'effets que je n'ai pas décrits, je vais simplement en mentionner un, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on met ces condensats ou ces gaz dégénérés de fermions dans des réseaux optiques. À ce moment-là, on crée une situation où il y a un potentiel périodique et des particules qui possèdent ces propriétés statistiques. Et là, on réalise des situations qui rappellent vraiment la physique de la matière condensée, les électrons qui se déplacent dans des potentiels, l'effet de bande, etc. Et on a une physique qui est très riche à 1 dimension, 2 dimensions et 3 dimensions. Et ça fait partie, en grande partie, du cours de Jean Dalibard. Je mentionne simplement un effet qui a fait démarrer toute cette physique dans les puits périodiques, qui est l'observation de la transition de Mott. Vous prenez un condensat de bosons, vous les placez dans un réseau optique, et deux choses peuvent se produire. Ou bien l'effet tunnel est important, c'est-à-dire que les barrières de potentiel entre les puits sont suffisamment faibles pour que les particules puissent passer d'un puits à l'autre. Et à ce moment-là, le nombre de particules par puits est fluctuant, et on est dans un régime où on a une fonction d'onde superfluide qui s'étend sur l'ensemble du condensat. Si vous coupez brutalement le puits et que vous faites l'image, vous voyez des images de diffraction de Bragg, parce que ces ondes de matière qui proviennent des différents puits interfèrent entre elles. Une autre façon de dire les choses, c'est de dire que lorsque vous détectez un atome, vous n'êtes pas capable de savoir de quel puits il vient, et donc ça donne des effets d'interférence. Par contre, si vous augmentez la profondeur des puits, et si la diffusion par effet tunnel devient impossible, vous localisez les atomes à un atome par puits, par exemple, et à ce moment-là, lorsque vous allez couper le potentiel, vous voyez une image diffuse, il n'y a plus d'interférence. Ceci correspond à ce qu'on appelle la transition de Mott, transition entre l'état superfluide conducteur du milieu et un état isolant. Et donc ça a été le départ de tas d'expériences, comme je vous le disais. Donc je vais arrêter là et je vais simplement indiquer que si vous voulez plus de détails sur les thèmes abordés dans cette conférence, d'une part, vous pouvez écouter le séminaire que Claude Cohen-Tannoudji va faire tout de suite, et d'autre part, vous avez une description de ces phénomènes dans le livre Advances in Atomic Physics qu'il a écrit avec Gary Odlin et qui a été publié il y a 3 ans. Donc on va s'arrêter là et on va reprendre dans 10 minutes avec le séminaire de Claude Cohen-Tannoudji. Merci.